Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans cette première édition des émissions qui sont organisées par la Fédération algérienne de pharmacie dans le cadre du projet de partenariat, projet de solidarité européenne contre Covid-19 en Algérie, en partenariat avec PNUD et le ministère de la Santé en Algérie. Aujourd'hui, 2 ans et demi de pandémie Covid-19 en Algérie, 4 ou 5 vagues avec des pics importants et moins importants. Quelles leçons peut-on tirer de cette pandémie en Algérie? Quel est l'impact socio-économique? Dans ce plateau, nous avons avec nous des experts et des professeurs, en l'occurrence professeur Mansouri, professeur en pharmacologie à la faculté de pharmacie d'Alger, professeur Gigi Grida, professeur chef de service en immunologie, doyen de la faculté de pharmacie d'Alger, et Dr Ben Faris Ahmed, témoignage d'un pharmacien d'officine, qui est le président de la section de la pharmacie d'officine à la Fédération algérienne de pharmacie. Marhaba bikoum et bienvenue. Donc, mobilisation de tout un État, mobilisation de toutes les institutions, des hôpitaux, des services, des facultés, des universités, des sociétés savantes, des sociétés socio-économiques, etc., pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous avons quelques témoignages de quelques services, de quelques instituts, de quelques établissements pour la stratégie qui a été suivie par l'État pour lutter contre cette pandémie Covid-19 et bien évidemment une évaluation pour donner les leçons qu'on doit tirer de cette pandémie 19. Alors nous avons parmi nous donc professeur Gigi Grida, on va commencer avec vous par rapport à la stratégie qui a été suivie par votre service au sein du CHU de Bnimsous pour lutter contre cette pandémie de Covid-19. Donc comment le service était mobilisé pour lutter contre ce virus et quelle est la leçon tirée de cette pandémie en Algérie? Merci beaucoup, professeur Boudis, pour cette question. En fait, à l'arrivée de cette pandémie Covid-19, à l'arrivée de ce virus, nous étions devant une situation inconnue. On était devant un adversaire qu'on ne connaît pas, une maladie nouvelle, une situation qu'on ne maîtrisait pas. Et il fallait une mobilisation générale, j'allais dire nationale. Si je peux m'exprimer comme ça, tous les citoyens étaient mobilisés, solidaires pour faire face à cette pandémie. Nous, en tant que professionnels de la santé, nous avions un devoir, donc d'être encore plus solidaires, de faire face et d'expliquer un peu ce qui nous attendait concernant cette nouvelle maladie que personne à l'époque ne connaissait ni ne maîtrisait pas. Alors, il fallait savoir aussi à l'époque, on ne savait même pas comment faire le diagnostic, j'allais dire virologique, immunologique, génétique de cette maladie. Donc on s'est adapté au fur et à mesure de l'arrivée des tests pour faire le diagnostic correct de cette maladie. Alors au niveau du laboratoire d'immunologie du CHU de Bnimsous, comme tous les laboratoires de biologie, dès qu'il y a eu cette pandémie, on savait qu'il s'agissait d'un virus, du coronavirus, donc du SARS-CoV-2, et on n'avait pas mis en place à l'époque, nous n'avions pas les tests qu'il faut pour faire le diagnostic virologique, donc ce qu'on connaît actuellement sous le terme de PCR. On a commencé au départ avec de la sérologie, donc qui est un test indirect. On recherchait l'effet du virus sur l'hôte. C'est, si vous voulez, la production des anticorps, la réponse immunitaire vis-à-vis de ce virus. Et donc, c'était les premiers tests qui sont rentrés en Algérie. On faisait du diagnostic indirect. Ça nous permettait de classer les malades positifs réellement qui font la maladie et ceux qui n'ont pas fait de maladie. Ça, c'était les premières mobilisations. Donc, on commençait à faire les tests sérologiques. Et au fur et à mesure de l'arrivée des tests génétiques, des PCR, nous avons mis en place le test, j'allais dire, de précision, le test, le gold standard, qui était la PCR, pour le diagnostic virologique. Et ce qu'il faudrait savoir, ce n'était pas tous les laboratoires en Algérie qui étaient équipés au matériel pour faire la PCR. Donc au fur et à mesure, donc, il fallait mettre en place dans certains laboratoires ce type de test et généraliser cette PCR dans tous les laboratoires des hôpitaux. Et bien sûr, une deuxième étape, la généraliser au niveau des laboratoires privés. C'est avec cette généralisation de cette technique au niveau de tous les laboratoires du pays qu'on a pu mettre en place, j'allais dire, une stratégie de diagnostic virologique de cette pandémie. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes et on a appris avec cette maladie comment faire la PCR. Certains laboratoires ne connaissaient pas la PCR. C'est grâce à cette pandémie
grâce à cette maladie, qu'il y a eu généralisation de cet outil qui est la PCR, la polymérisation en chain reaction, donc c'est l'analyse, si vous voulez, d'ADN spécifique du virus. Et actuellement, alhamdoulilah, tous les laboratoires, qui soient privés ou étatiques, disposent d'un peu de ce moyen, de cette technologie pour le diagnostic de cette maladie. Donc c'est grâce à cette pandémie qu'on a pu généraliser ce type de diagnostic moléculaire. C'est quand même une avancée pour notre pays. Merci beaucoup. Et professeur Kamal Mansouri, en tant que professeur à la faculté de pharmacie d'Alger, un formateur, donc il y a eu l'application du pharmacien hospitalier, le pharmacien industriel, le pharmacien d'officine, le pharmacien clinicien qui étaient en champ de bataille. Selon vous, donc, est-ce que le pharmacien était suffisamment formé pour lutter contre cette Covid-19 et quelles sont probablement les autres spécialités que doit-on donc, voilà, offrir pour avoir une formation complète pour lutter contre ce genre de pandémie? Je vous remercie beaucoup pour cette invitation et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer dans cette émission dédiée à la Covid-19, donc organisée par la Fédération algérienne de pharmacie. Du côté de la formation du pharmacien, tout le monde le sait, le pharmacien il est à la fois en officine, il est à l'hôpital, il est en industrie, il est au niveau des instances de régulation. Et à chaque fois, il a un rôle à jouer. Effectivement, cette pandémie nous a mis devant une épreuve difficile. Elle a mis à nu les insuffisances des différents systèmes sanitaires à travers le monde, des différents systèmes de formation aussi qui ont existé, et qu'on était confronté, à titre indicatif, au niveau réglementaire, on était confronté comment pouvoir mettre sur le marché ce qui est nécessaire à la lutte contre cette Covid-19 qui soit validé et aux normes. Nous avons tous assisté à l'importation massive des masques, nous avons assisté à l'importation massive de ces réactifs permettant le diagnostic et le dépistage, et nous avons aussi confronté à l'importation et à la fabrication des médicaments qui ont été retenus dans le cadre du schéma thérapeutique. Et de là donc, déjà, la nouveauté était les masques. Les masques, il y a plusieurs fabricants nationaux qui sont mis à fabriquer. La question était, est-ce que ces masques sont réellement fiables? Et là, il y a un point qui a été rajouté pour disons, avoir la compétence nécessaire pour évaluer ces masques. On a été confronté par la suite en pleine crise à la question de l'oxygène que tout le monde connaît. Là aussi, comment produire cet oxygène, comment transformer l'oxygène industriel en oxygène médical, comment on peut l'évaluer, quelles sont les normes, tout ça, ça a été un apprentissage sur le temps, on va le dire, pour le pharmacien. Et donc, c'est un petit peu ce type de formation, ces précisions à rajouter à notre pharmacien, type les gaz médicaux, type les moyens de prévention, et on termine avec le vaccin. La formation à travers le vaccin. Comment mettre sur le marché, comment produire, comment utiliser un vaccin, qui est le vaccin de la Covid-19. Et pour la première fois en Algérie, donc ce vaccin a été utilisé en officine et ça s'est passé par toute une formation continue grâce au ministère de la Santé. Donc au niveau universitaire, il est clair maintenant que nous devons y aller à l'officine pour avoir plus de performances, pour lutter contre des pandémies futures ou des épidémies, préparer ce pharmacien à la distribution rationnelle de ces produits-là qui permettent de lutter contre la pandémie et de la guérir, et aussi le former par rapport à la vaccination qu'il pourra entreprendre en officine et comment il peut lutter contre ces comportements, cette maladie qui était expansive. En matière à l'hôpital, c'est aussi un autre défi parce qu'à l'hôpital, on a été confronté à délivrer en quantité ces masques, ces produits, ces médicaments, ces
ces produits qui étaient utilisés dans la lutte contre la Covid. Et au début de la pandémie, tout le monde était pris de panique. Il faut savoir que les services hospitaliers ont multiplié leurs demandes fois 10 voire fois 20 et c'était impossible de subvenir aux besoins. Et c'était justement les techniques de gestion, c'était comment pouvoir avoir de la PCH suffisamment de produits pour satisfaire les services et discuter au conseil scientifique quels sont les services à prioriser, quels sont les produits à prioriser, quels sont les autres moyens qui vont accompagner la lutte contre la Covid. Parce que la Covid, c'était les patients, les malades qui viennent, qui séjournent à l'hôpital, qui doivent donc ressortir dans 15-20 jours. Et parfois, ils tardent en réanimation et parfois, ils décèdent. Même la prise en charge du décès dans le cadre de la pandémie était particulière, était difficile. Parce que tout le monde avait peur d'approcher même la dépouille et quels sont les moyens à mettre en place pour pouvoir la transférer. Donc c'était un défi, on va dire, grâce à la production nationale et grâce aux efforts de tous. Quand même, on en est sorti avec le moins de dégâts que l'on veuille dire. Et on est désolé parce qu'il y a eu aussi beaucoup de décès. Et j'espère qu'à l'avenir, on sera beaucoup plus rodé pour lutter contre ce type de fléau. Ah oui, oui, heureusement, il était derrière son comptoir, il était en officine, il était à l'hôpital, il était au niveau des instances de régulation, il était en industrie pharma, il ne faut pas l'oublier. Et les labos. Merci beaucoup, professeur Mansouri. Donc, je reviens au docteur. Je l'ai oublié, hein, pourtant il était pas loin. Donc, le pharmacien d'officine était au champ de bataille. Voilà, je vous remercie. Il était vraiment au point de rendez-vous avec le virus. Beaucoup de pharmaciens nous ont quittés suite à cette pandémie, suite à ce Covid-19. C'est quoi votre témoignage par rapport à la mobilisation des pharmaciens d'officine pour lutter contre la Covid-19 pour servir le citoyen en premier rang? Et c'est quoi vraiment l'impact socio-économique de cette pandémie par rapport aux pharmaciens d'officine? Merci, professeur Boutis. Alors, le pharmacien d'officine a été, au même titre que les autres professionnels de la santé, surpris par la brutalité, la soudaineté et la gravité de la maladie. Malgré cela, un sondage nous a permis de savoir que rares étaient les pharmaciens qui ont fermé leurs officines et qui sont restés ouverts et au service de la population. Alors, ceux qui ont fermé leur pharmacie l'ont fait parce qu'ils étaient atteints par la maladie ou alors ils ont eu le problème, je ne sais pas si rappelez-vous, qu'il y avait une restriction sur les transports. Alors, beaucoup de pharmaciens ne pouvaient pas disposer de leur personnel et ils ont quand même affronté la situation avec les moyens qu'ils avaient. Donc, ça, pour ce qui concerne la disponibilité des pharmaciens. Bon. Alors, nous avons été dans un premier temps, comme nous n'étions pas concernés par les traitements au cours de la première vague, nous étions dans l'obligation de fournir les moyens de protection. Alors, nous avons été carrément, la demande en produits de protection, c'est-à-dire gel hydroalcoolique et masques, a été très importante. Et nous avons connu une très forte pénurie concernant ces deux produits. Nous avons eu même recours aux masques alternatifs fabriqués en tissu, juste pour donner, pour protéger les malades qui se présentaient. Il y avait aussi notre personnel qu'il fallait protéger contre la maladie. Le personnel, nous-mêmes, nos familles. Donc on a opéré de plusieurs manières, successivement. On a commencé par ne pas permettre l'accès de la pharmacie aux malades. Dans un premier temps, on les servait à la porte, carrément. Les comptoirs étaient avancés jusqu'à la porte. Dans un premier temps. Ensuite, on a fait rentrer les gens un à un, deux par deux, trois par la suite, ce qui a été autorisé. Alors, ensuite, bon, bien sûr, avec le temps, nous avons acquis une certaine expérience et nous avons érigé
au niveau des comptoirs, des moyens de protection en plexiglas et chaque pharmacien a fait ce qu'il a pu pour se protéger, protéger son personnel. Ensuite, dans un second temps, lors de la deuxième vague, nous avons été sollicités pour donner les traitements, en ambulatoire. Les malades étaient traités en ambulatoire et c'était aussi la pénurie des médicaments qui étaient prescrits dans la Covid. Voilà pour ce qui concerne les problèmes qui ont été vécus par le pharmacien. Concernant les gels et les masques, donc les masques, on a eu à faire dans un premier temps aux masques alternatifs. Pour le gel hydroalcoolique, effectivement, ils étaient distribués par parcimonie par les distributeurs et certains pharmaciens sont fabriqués eux-mêmes au niveau de leurs officines ce gel hydroalcoolique, mais ils ont été confrontés aussi à la pénurie d'alcool et de la glycérine et les intrants du gel hydroalcoolique. Voilà pour ce qui concerne la situation du pharmacien durant cette Covid. Donc, marquée par la pénurie, essentiellement, des médicaments, des traitements anti-Covid. Une petite pensée pour les pharmaciens qui nous ont quittés. Pas mal de pharmaciens oui, il y a trop de bruit. Et pas mal de pharmaciens sont décédés au cours de cette pandémie. Bon, Allah yarhamhum, ce sont des victimes des martyrs du devoir. Allah yarhamhum. Ils ont laissé des veuves et des orphelins. Est-ce que ces veuves et ces orphelins ont été pris en charge correctement pour la suite? Nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir exactement ce qu'il en est advenu. Merci beaucoup, Dr Ben Fares. Donc, professeur Djidjig, parmi les axes de partenariat avec le projet PNUD, nous avons la formation du pharmacien. Et en étant doyen de la faculté de pharmacie d'Alger, vous avez instauré des nouvelles offres de formation en termes de licence et de master. Des masters qui vont concerner également le pharmacien, le docteur en pharmacie. Suite à cette pandémie, en tant que doyen, est-ce que vous pouvez penser maintenant donc, à offrir d'autres formations qui vont servir le pharmacien pour lutter contre ce genre de pandémie? Merci beaucoup. Alors, ce que nous avons appris durant cette pandémie, qu'il y avait peut-être pour le pharmacien un manque de formation concernant la vaccinologie. Cette vaccinologie ou cette vaccination s'est imposée à nous durant cette pandémie parce qu'on le sait maintenant que l'officine est un point de santé publique. C'est le point de santé publique le plus proche du citoyen. Donc on ne peut pas méconnaître ce point de santé publique et le pharmacien d'officine est incontournable dans une stratégie de santé publique. On l'a vu durant cette pandémie qu'il était là, qu'il faisait face et qu'il luttait contre cette Covid-19 et que le ministère a bien compris qu'il fallait lui donner certaines prérogatives au pharmacien d'officine pour aller, j'allais dire, participer à cette stratégie de lutte. Et heureusement que la Fédération algérienne de pharmacie, certains syndicats, certaines associations se sont associés pour demander à l'autorisation aux pharmaciens d'officine de faire le vaccin Covid-19 dans les officines. Et ça, c'est un acquis pour la pharmacie d'officine en Algérie. J'espère qu'on va perpétuer cette autorisation de vacciner au-delà du vaccin Covid-19, que l'officine deviendra un point de vaccination, un point de santé publique où certains gestes, certains soins pharmaceutiques sont prodigués au niveau de cette officine. Mais il faudrait savoir, à côté de ces autorisations, qu'il faut une formation en parallèle. Donc, en tant que faculté, nous pensons agir en double manière, si vous voulez. D'abord, des étudiants qui sont en formation. Il faut qu'on introduise maintenant des cours, des modules concernant toutes ces maladies émergentes, concernant cette vaccinologie, cette vaccination. Et nous sommes en train de le faire, d'introduire ces enseignements au niveau du cursus du docteur en pharmacie. Parallèlement, nous avons des pharmaciens collègues qui sont déjà en exercice. Nous pensons créer des certificats de spécialisation, une sorte de formation complémentaire au niveau de la faculté pour nos collègues pharmaciens d'officine dans le domaine de la vaccinologie. Ça, je pense qu'on va le faire. Il y a un programme FAPNUD
dédié à ça. Donc, je remercie le ministère de la Santé et le programme européen PNUD et la Fédération algérienne de pharmacie. On va probablement développer ce type de formation au niveau de la faculté de pharmacie. Ça sera de la formation médicale continue pour tous les pharmaciens, les collègues. Ça peut se faire en présentiel, comme on peut faire par Zoom. On verra un peu toutes les formules, mais on va essayer d'exploiter un peu tout ce programme PNUD pour essayer de toucher le maximum de pharmaciens d'officine. Alors donc ça parle de redémarrage d'une autre vague en Europe. Donc en vue de nombre restreint par rapport au nombre de cas par jour en Algérie, y aura-t-il une autre vague en Algérie? Y aura-t-il une autre vague en Algérie par rapport à cette pandémie de La personne COVID-19? ne peut prévoir. Sincèrement, vous me posez cette question, aucun spécialiste au monde ne peut prédire ce qui va se passer demain. Ce qui est sûr actuellement, nous sommes devant une situation de multiplication d'un virus, d'un variant qui s'appelle Omicron, avec des sous-variants. On est au BA5, le BA5. Et la caractéristique du variant Omicron, c'est qu'il est peu virulent. Il donne une symptomatologie clinique qui ressemble à une grippe. Et pas au-delà, on ne voit pas avec l'Omicron des situations de détresse respiratoire, ce qu'on a vu avec le variant Delta. Il est possible que nous sommes devant une situation d'atténuation de la virulence de ce virus et on va probablement voir dans les mois prochains la disparition ou s'il ne disparaît pas, du moins il sera dans une situation pas de pandémie, d'endémie, comme le virus de la grippe, il sera un virus saisonnier. Mais on n'est pas à l'abri de l'apparition d'un nouveau variant virulent. Donc personne ne peut prédire, mais Inch'Allah, l'OMS a fait une déclaration récemment. On se rapproche vers le contrôle de la pandémie et d'une situation où le virus actuellement qui est en circulation n'est pas dangereux. Probablement que la plupart des personnes vivant sur cette planète seront immunisées et le virus n'aura pas, j'allais dire, une circulation facile. Et probablement, on vivra peut-être la disparition de cette pandémie comme on l'a vu avec la grippe espagnole il y a un siècle. Ouais. Merci beaucoup, professeur Gigig. Professeur Mansouri, comment vous jugez les moyens qui sont mis par l'État pour lutter contre cette pandémie, ce Covid-19? Est-ce que suffisant, insuffisant? Oui, comme tout État, je pense, qui a fait l'épreuve de lutter contre la Covid, j'avais dit qu'il y avait des insuffisances. Aujourd'hui, donc, on a quand même acquis des moyens pour la production des moyens de prévention, des moyens de protection. Donc, il y a des industriels qui sont installés pour la fabrication des masques. Il y en a d'autres qui fabriquent le réactif. Il y en a des fabricants de médicaments, des médicaments qui ont été retenus dans le schéma thérapeutique actuel. Donc, en termes de, je dirais, qualitatif, les moyens sont là. En termes quantitatifs, effectivement, on a observé en période de pic, au moment de l'épidémie, qu'il y avait quand même une tension sur certains produits. Il y avait même des pénuries. Il y avait une tension sur l'oxygène, tout le monde l'a vécu. Et actuellement, je pense qu'on a saisi la leçon. Et qu'il y a quand même une sorte d'apprentissage pour remettre les moyens en œuvre en cas de pic. Et les moyens sont là en termes d'oxygène. J'estime qu'il y a quand même beaucoup de fabricants qui sont nés, l'oxygène médical. En termes de médicaments, oui, les industriels sont là et sont capables d'en fabriquer ces médicaments. Et en termes de moyens de protection aussi, les fabricants sont là. Maintenant, il reste à mettre en œuvre les mécanismes d'urgence, l'application d'un mécanisme d'urgence pour multiplier les capacités de production en cas de pic, en cas de demande massive, en cas de crise, tout simplement. Ce mécanisme, il faut vraiment l'asseoir comme une procédure pour que ça devienne très fluide et rapide à la réaction, si on veut éviter des pics qui sont mal passés d'ailleurs, et il y a eu beaucoup de décès pendant ces périodes critiques. Ok. Alors, Dr Ben Fares, nous avons assisté que l'État s'intéresse
à l'élargissement de l'exercice officinal vers l'acte médical. Maintenant, le pharmacien d'officine, il peut faire même un acte médical qui est le vaccin, c'est-à-dire que ce soit antigrippal ou bien contre Covid. Quels sont les besoins du pharmacien d'officine maintenant pour qu'il exerce convenablement son métier? Alors, effectivement, une des revendications du pharmacien d'officine était l'élargissement de la pratique pharmaceutique et disons, la demande du pharmacien d'être associé à la campagne de vaccination, et la réponse positive du ministère de la Santé à cette demande est un acquis très important, puisqu'il y a un arrêté ministériel qui a été émis pour ceci. Ce qui est déplorable, c'est que pas beaucoup de pharmaciens ont adhéré pour des considérations qu'on n'a pas évaluées encore. Mais seulement le fait est là, c'est qu'il y a eu quand même plus de 1000 pharmaciens qui ont adhéré à cette campagne de vaccination. Donc c'est un acquis, et à partir de là aussi, nous avons eu l'autorisation de faire officiellement, la vaccination antigrippale en officine. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, étant donné, comme vous le précisez, c'est un acte médical qui a besoin d'une formation adéquate. Nous avons eu une formation sommaire au niveau du ministère de la Santé, une formation qui a été prodiguée par des spécialistes, qui a été faite en présentiel pour certains et en Zoom pour d'autres. Mais ça reste insuffisant dans la mesure où il y a une responsabilité qui est engagée, celle d'un acte médical, et que la proposition faite par le professeur Didic en sa qualité de doyen de la faculté de pharmacie d'élargir la formation en graduation à cet acte de la vaccination et d'autres certainement est une excellente initiative. Et le fait d'associer encore ou de créer un CES ou une formation qualifiante et peut-être diplômante aussi pour les pharmaciens officinaux est une excellente chose aussi, qui couvrira cet acte médical et qui ne sera pas contesté par nos confrères médecins. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pharmacien, initiée par la Fédération internationale du pharmacien en 2009. La FAP, les membres à la FIP, elle adhère à la FIP. Elle fête comme à chaque année cette journée mondiale du pharmacien. Donc aujourd'hui, nous avons consacré cette journée à la formation du pharmacien d'officine par rapport à la sécurité des patients et la vaccinovigilance. Quel message vous voulez adresser aujourd'hui aux pharmaciens? Effectivement, aujourd'hui, nous avons célébré la journée mondiale du pharmacien en organisant cette journée de formation à laquelle ont participé nos confrères, professeur Mansouri, docteur Rabbi, docteur Yala et docteur Kebour. Les thèmes qui ont été choisis sont très à propos et cadrent parfaitement avec le thème retenu, le thème général retenu, qui est la sécurité du patient. Le pharmacien joue un rôle très très important de par sa proximité et de par les produits qu'il délivre aux malades. Ce sont des produits qui ne sont pas anodins, ce sont des produits qui sont très dangereux et qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions et beaucoup de compétences, un certain savoir-faire. Donc, ce qui est intéressant par rapport à cette journée, c'est de pouvoir sensibiliser tous les pharmaciens d'officine à être très prudents dans leur pratique de tous les jours, qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis du malade. Cette responsabilité, elle est importante. D'elle dépend la guérison du malade ou alors il peut y avoir des accidents aussi le moindre c'est l'inefficacité d'un traitement. Donc voilà ce que je recommande aux pharmaciens, c'est d'être très vigilants. Et évidemment, c'est au ministère de la Santé de développer la pratique pharmaceutique en officine par l'octroi de nouvelles missions aux pharmaciens. Et ce qui est inévitable dans l'octroi de ces nouvelles missions, c'est une formation
une formation continue du pharmacien d'officine, qui doit être normalement assurée par la Fédération algérienne et la faculté de pharmacie. Alors, engageons-nous sur cette voie-là et tout le monde aura à y gagner. Donc, même question pour le professeur Mansouri. Donc, quel message vous voulez adresser donc, aux pharmaciens suite à cette journée mondiale du pharmacien? Oui, j'adhère parfaitement à ce qui a été dit par mon ami Ahmed. Effectivement, dans cette journée mondiale du pharmacien, le pharmacien, il est partout. Nous avons accès aujourd'hui la journée sur la pharmacie, le pharmacien d'officine ou le pharmacien de ville. Le pharmacien de ville qui est donc dernier rempart par rapport au patient, parce que c'est lui le premier contact de toutes les façons. Il a un rôle sociétal et de là, il doit intégrer les nouvelles missions dans le cadre des soins pharmaceutiques, dans le cadre de l'accompagnement des patients, dans le cadre de l'anamnèse médicamenteuse et qui doit apporter un support supplémentaire à son confrère le médecin pour mener à bout la thérapeutique prescrite et assurer une efficience dans la prise en charge des patients. Et de là, je pense que c'est une action, c'est un objectif qu'on doit se fixer. On ne peut pas l'atteindre du jour au lendemain, mais il faut quand même persévérer, rester sur cette ligne directrice pour aboutir à mettre en place ces différentes missions et asseoir justement une procédure de prise en charge beaucoup plus convenable pour les patients en ville. Donc, professeur Gigik, donc avant d'adresser un message aux pharmaciens, lors de cette pandémie, nous avons remarqué que vous avez publié beaucoup de travaux scientifiques donc, qui ont une relation avec ce virus, la gestion des virus. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu résumer ce que vous avez fait comme travaux scientifiques et de recherche donc, durant cette pandémie? Merci. En fait, on a essayé de participer, de travailler durant cette Covid-19 comme tous les collègues. Au niveau du service que je dirige au CHU de Bnimsous, nous étions devant une situation difficile parce qu'on faisait le diagnostic sérologique, le diagnostic moléculaire et nous avions un certain nombre de patients qui arrivaient au niveau du service. Et rapidement, on s'est dit qu'il faudrait quand même essayer de comprendre un peu comment fonctionne le système immunitaire durant cette maladie. Est-ce qu'on pourrait dégager des biomarqueurs de sévérité et des biomarqueurs de mortalité de cette Covid-19? Parce qu'on ne savait pas à l'époque pourquoi telle personne faisait un Covid sévère, une autre non. Est-ce qu'il y avait des marqueurs qui pouvaient prédire un peu tout ça? Et je vous avoue, à l'époque, quand on a commencé à réfléchir, à travailler, tous les chercheurs de cette planète étaient au même niveau. Donc nous étions devant une situation inédite, nouvelle, et il fallait travailler. Donc on a commencé à l'époque à s'intéresser à la physiopathe, on a compris ce choc cytokinique, cette tempête cytokinique, cette inflammation, et nous avions commencé à doser certaines cytokines inflammatoires pour voir un peu quelle est la cytokine qui augmentait au cours de cette maladie. Et rapidement, on s'est intéressé aux cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 6, l'interleukine 1, le TNF-alpha, tout un ensemble de cytokines. Et on s'est rendu compte que l'IL-6, l'interleukine 6, était le meilleur biomarqueur qui prédisait un peu la sévérité et la mortalité de la maladie. Après, on s'est intéressé à ce qu'il y avait des cut-offs, des valeurs seuil, pour dire, voilà, à partir de cette valeur, là, le malade ou le patient va faire un Covid sévère ou il était vraiment dans une situation critique, il va peut-être probablement mourir ou avoir recours à la réanimation. Et c'est comme ça qu'on a fait plusieurs travaux, on a déterminé des cut-offs d'IL-6. Ensuite, on s'est intéressé, à côté des cytokines, à étudier toutes les populations et les sous-populations lymphocytaires chez ces malades. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une sous-population qu'on appelle les lymphocytes T et CD8. À partir d'un certain seuil, quand il y a diminution des lymphocytes, à partir d'un certain seuil, on avait trouvé des corrélations positives avec la sévérité et la mortalité du taux des lymphocytes TCD8. Plus les patients baissaient en TCD8, plus c'était dans une situation critique. Voilà, nous avons publié 2 papiers ou 3 papiers internationaux dans ce sens. On a été un peu les pionniers, un peu dans ce type de travaux. Maintenant, le message que je voudrais passer aux pharmaciens,
Tout d'abord, je souhaite bonne fête à tous les pharmaciens d'Algérie et à tous les pharmaciens sur cette planète. Vraiment, le 25 septembre est la journée mondiale du pharmacien. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons saisi cette fête du pharmacien pour faire cette journée de formation FAP-PNUD. Aujourd'hui, on est en plateau pour essayer un peu de voir quelles sont les retombées de cette pandémie positive, de cette pandémie Covid-19 sur notre organisation. C'est ce qu'elle nous a permis d'apprendre. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites grâce à cette Covid-19. Je l'ai dit dans l'introduction, qu'on a appris à démocratiser la PCR, qui était quand même un test réservé uniquement aux laboratoires spécialisés. On a appris aussi à faire face, à s'organiser devant des situations de maladies infectieuses graves dans les services cliniques. On a appris à se prendre en charge. Le professeur Mansouri l'a dit, il l'a dit tout à l'heure, on a pu fabriquer les masques, des choses qu'on ne fabriquait pas chez nous. On a fabriqué des solutions hydroalcooliques. On a aussi autorisé les pharmaciens d'officine à faire face à cette pandémie en les autorisant à faire le vaccin. Donc tout ça est une situation positive pour nous en tant que professionnels de santé. Pour le pharmacien, je l'ai déjà dit, c'est une pièce incontournable d'un échiquier de la santé publique. Le pharmacien participe, il a sa place dans une stratégie de lutte, dans une pratique de santé publique. Le pharmacien a sa part. Il faudrait maintenant être bien formé, s'adapter aux nouvelles situations qui viennent, s'adapter aux nouvelles missions qui viennent. Donc la formation, si vous voulez, c'est la pièce maîtresse pour être compétent, pour faire convenablement son travail. Donc la Fédération algérienne de pharmacie est une association nationale scientifique. Elle est là pour assurer la formation. Et la faculté de pharmacie, elle peut suivre en travaillant ensemble, FAP et FAC, en essayant de donner tout un panel de formation pour les personnes qui sont déjà sur le terrain et former convenablement nos étudiants. On vous l'avait déjà dit tout à l'heure que la faculté de pharmacie a créé de nouvelles offres de formation dans l'industrie pharmaceutique. Nous avons des licences en industrie pharmaceutique, nous avons des licences en auxiliaire pharmacie, nous avons créé des masters en pharmacoéconomie, en réglementation. Je pense que tout ça, ce n'est que la formation qui peut nous tirer vers le haut et avoir un pharmacien compétent. Et je rajouterai, avant de finir, l'internationalisation de la pharmacie en Algérie. Vous savez que le médicament est un secteur stratégique. L'Algérie reste un pays africain leader dans l'industrie pharmaceutique. Ça, maintenant, les chiffres le démontrent. Et nous devons être, sur le plan formation du pharmacien, aussi leader. Actuellement, il y a quelques mois, il y a eu création de l'Agence africaine du médicament. C'est une très bonne chose pour notre continent. Je pense qu'il faudrait maintenant voir un peu toutes les formations du pharmacien à travers ce continent. Et on peut se voir, se réunir, créer des associations d'écoles de pharmacie ou de facultés de pharmacie en Afrique pour essayer d'échanger et de travailler en commun et d'homogénéiser un peu cette pratique pharmaceutique. L'essentiel, c'est que notre pays soit leader dans l'industrie pharmaceutique. C'est un créneau stratégique pour le pays. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Djidji, pour cette clarification. Professeur Mansouri, en tant que pharmacologue, votre avis concernant les vaccins disponibles en Algérie contre le Covid-19, et est-ce que vous incitez les citoyens donc, à aller se faire vacciner toujours contre le Covid-19? Parfaitement, oui. Les vaccins qui ont été introduits en Algérie, en termes d'efficacité clinique, se valent tous, puisqu'ils sont au-dessus du seuil nécessaire pour avoir une réponse de la part du patient et d'une efficacité thérapeutique. Et bon, en termes de tolérance, il y a quelques petites différences, mais on ne signale pas d'effets néfastes ou d'accidents ou d'effets indésirables sévères par rapport au vaccin. Maintenant, se vacciner ou non, cette hésitation a toujours existé, notamment dans le cas d'une maladie infectieuse nouvelle. Le citoyen a le droit de se poser la question, est-ce que je dois me vacciner ou non, en espérant qu'il fasse une infection qui n'est pas sévère et qu'il guérisse. Il me semble que la première approche de santé publique face à toute une maladie infectieuse, s'il n'y a pas l'antibiothérapie qui est efficace,
La deuxième alternative, c'est la vaccination. La vaccination est de mise. C'est un produit thérapeutique, pharmaceutique. Ce n'est pas un produit à risque. C'est vrai qu'il y a des effets secondaires. Il y a parfois des patients qui font des réactions anaphylactiques et autre chose. Mais ça existe aussi pour le médicament chimique. Donc se faire vacciner est une attitude préventive de mise est nécessaire en cas de maladie infectieuse. Et ça ne concerne pas que la Covid, ça concerne toutes les maladies infectieuses qui puissent exister. Oui, merci beaucoup, professeur Mansouri. Alors, docteur Ben Fares Ahmed, vous avez été membre du comité pour instaurer la vaccination au sein de l'officine. Je ne sais pas si votre officine était concernée par cet acte de vaccination. Sinon, donc, est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage d'un collègue, d'un proche, comment vous avez géré cette notion de vaccination au sein de l'officine avec les citoyens et comment vous avez, est-ce qu'il y a eu des incidents, est-ce que le protocole était suffisamment pour couvrir toutes les anomalies, etc. Effectivement, j'ai pratiqué la vaccination puisque j'ai eu l'honneur d'en être un des promoteurs et de faire partie du comité ministériel pour la vaccination en officine. Oui, ça a été une expérience, disons, très importante pour ce qui concerne l'officinal lui-même, puisqu'il est passé à une pratique qui lui était interdite auparavant. Ça lui a permis un nouveau contact, un nouveau rapport avec son malade. Au départ, c'était juste dispenser des traitements. Aujourd'hui, il y a une communication nouvelle qui s'est établie entre le pharmacien, une confiance aussi de tous les malades, enfin les malades, disons, les vaccinés, les personnes qu'on a vaccinées. Il y a eu une satisfaction extraordinaire. Nous n'avons eu aucun accident. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons respecté les normes qui ont été édictées par le guide et élaboré par le ministère de la Santé. Alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Malheureusement, nous avons pris le train un petit peu en retard, c'est-à-dire nous avons commencé cette vaccination en fin d'épidémie de la 4e vague. C'était en septembre qu'on avait commencé, début 20 août, début septembre de 2021. Donc, le taux de vaccination chez nous en pharmacie, en officine, n'a pas été ce que l'on attendait. Bon, toujours est-il que nous l'avons fait gratuitement, nous sommes engagés, nous l'avons fait correctement et nous n'avons eu aucun problème, Dieu merci. Et nous sommes disposés à aller au-delà de cette vaccination pour d'autres actes pharmaceutiques. Merci. Professeur Djidjig, donc le public est avec nous, c'est des étudiants en pharmacie, c'est des futurs pharmaciens. En tant que doyen, quel message, quel conseil, quel encouragement vous voulez adresser donc à l'occasion de cette journée mondiale du pharmacien à nos chers étudiants en pharmacie? Alors, je vais dire la chose suivante. La profession du pharmacien est une profession noble, vraiment une profession fabuleuse. Le choix d'être pharmacien, je pense qu'il faut l'assumer. Et il faut être bien formé parce que nous sommes devant des responsabilités face à des malades, à des citoyens qui demandent toujours des conseils aux pharmaciens. Donc je leur demande de faire beaucoup d'efforts durant leur cursus parce que durant la formation, on acquiert beaucoup de choses. Donc prendre en considération cette formation, être sérieux durant tout le cursus et ne pas s'arrêter de travailler une fois qu'on a le diplôme. Parce que le diplôme, c'est juste une feuille qui vous dit vous êtes docteur en pharmacie, mais en médecine, en pharmacie, et en médecine dentaire et en sciences médicales d'une manière générale, on restera l'éternel étudiant. À tout âge, on apprend. La science évolue, la science change, et chaque jour, on apprend des choses. Donc, il faut toujours rester à la page. Même si vous terminez vos études, il faut toujours travailler pour être au top, pour être au standard international. Voilà, donc je vous demande d'être travailler, d'être rigoureux, parce que notre métier le veut.
On n'a pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Les patients sont en officine, soit dans un laboratoire, soit dans une industrie pharmaceutique. Nous devons travailler de la manière la plus correcte parce que nous avons une responsabilité de santé d'un malade et d'un citoyen. Voilà le message que je voulais passer. Merci. On passe maintenant aux étudiants, au public qui est composé essentiellement des étudiants en pharmacie. J'aimerais bien qu'ils participent au débat. Si vous avez des questions à poser donc, aux experts ici présents, donc allez-y, oui. Bonjour, je suis étudiante en 4e année pharmacie, voilà, Alissa Boutnaf. Alors j'avais une question pour vous, donc suite à la crise sanitaire, nous avons dû balancer d'un format d'enseignement en présentiel au format en ligne. Donc selon vous, comment est-ce que cela a impacté en bien notre qualité d'enseignement et est-ce que vous pensez que ce format est à garder même après que la pandémie ne soit plus d'actualité? Allez-y. Allez-y, professeur Djidjik. Alors, si j'ai bien entendu votre question, vous parlez de l'enseignement à distance, le AD. Nous avons... Alors, ça aussi, on ne l'a pas abordé durant notre débat. C'est l'une des choses que nous avons acquis aussi. Nous étions obligés de s'adapter à cette situation nouvelle, comment enseigner. Alors, en Algérie, on n'était pas prêt à ce type d'enseignement, mais on a essayé de faire des efforts pour épargner les étudiants contre cette maladie. Donc il fallait qu'on démarre cet enseignement à distance. On a commencé à envoyer des PDF au départ. Et ensuite, on n'était pas équipé en studio d'enregistrement. Certaines universités, peut-être pas en pharmacie, mais peut-être il y a eu certains cours comme ça, nous avons fait des enregistrements, nous avons fait des enseignements à distance. Ça, c'était obligé. Maintenant, cette situation de pandémie commence à, j'allais dire, à baisser et le ministère de l'Enseignement supérieur a institutionnalisé l'enseignement à distance. Ça veut dire que c'est un acquis qu'on doit encore développer, améliorer et qu'on peut l'utiliser comme un nouveau système d'enseignement. Donc on peut imaginer dans le futur, peut-être cette année, avoir des situations hybrides mixtes, un enseignement présentiel et certains enseignements, on peut les dispenser à distance. Je pense que c'est un acquis, c'est un nouveau mode d'enseignement qui n'existe pas uniquement en Algérie, mais partout dans tous les pays, qu'il faudrait peut-être améliorer, lui donner un cadre réglementaire, j'allais dire une procédure bien claire, et qu'on peut profiter un peu de donner certains enseignements à distance, surtout dans des situations où on ne peut pas le faire en présentiel. L'enseignement à distance actuellement devient une alternative à l'enseignement présentiel. Il faut le garder, il faut le développer, il faut le maintenir et essayer de voir comment il peut être en complément à cet enseignement présentiel. Une autre question donc voilà, du public, allez-y. J'aimerais vous demander, vous avez parlé tout à l'heure durant la formation et durant ce débat sur l'importance de changer, de rénover notre système d'éducation au niveau de la faculté de pharmacie. Ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir certains détails sur par exemple des idées bien précises de nouveaux modules, etc. sur les projets que vous comptez réaliser? Voilà, merci. Merci pour cette question. Je ne pourrais pas aujourd'hui aborder la réforme des études en pharmacie ici, mais en tous les cas, nous avons des idées, tous les collègues enseignants, nous sommes en train de réfléchir, de revoir le programme d'enseignement en pharmacie. Mais je vous assure que ce n'est pas une chose, j'allais dire, facile à faire, parce que c'est un programme national. Il faudrait travailler avec tous les collègues des autres départements de pharmacie à travers le pays, donc à travers un comité pédagogique national. Mais nous avons beaucoup d'idées. Je pense que je peux vous donner comme ça les grandes lignes. L'enseignement modulaire que nous prodiguons depuis des années est complètement dépassé. Passer d'un module immuno, pharmaco, galinique, tout ça, c'est complètement dépassé. Il faut maintenant un enseignement module intégré. Ça veut dire qu'il faut avoir des objectifs, un objectif, et on peut associer plusieurs enseignants de spécialités différentes pour un objectif donné. Donc au lieu d'avoir un module, je parle par exemple de l'immunologie, on ne va pas avoir un module d'immunologie classique, mais on va avoir des objectifs où le biochimiste, le pharmacologue, le galinicien, autour par exemple du vaccin.
Si on doit donner par exemple la vaccination, la vaccinologie, l'immunologiste doit participer, le biochimiste, le pharmacologue, le galinicien, autour d'un objectif. C'est ce que nous appelons des enseignements intégrés. L'internat et le mémoire pour la même année doit être aussi, on doit le changer. Il faudrait peut-être plus de stages pratiques au niveau des sites d'industrie, au niveau des laboratoires. Nous avons remarqué que la formation, elle est trop théorique. Les travaux pratiques peut-être sont insuffisants. Il faudrait prévoir maintenant des sorties pédagogiques sur terrain, des formations sur terrain. Donc il y a un ensemble de projets que nous allons peut-être commencer à travailler durant cette année et j'espère qu'on pourra améliorer les choses. Mais le faire comme ça rapidement, je pense que ce n'est pas possible. Cette année, il n'y aura pas de grands changements. Peut-être, vous êtes en quelle année, jeune homme? Admis en 3e année. Admis en 3e année. Ce que nous allons introduire ces 2 prochaines années, beaucoup de visites pédagogiques sur site. Je voudrais vous emmener dans des situations où vous allez voir des industries pharmaceutiques, de médicaments, de réactifs, des laboratoires d'analyse. Il faudrait compléter. Je pense que nous allons programmer beaucoup de sorties pédagogiques pour améliorer votre formation théorique. Mais les modules, tout ça, c'est un projet qui va prendre peut-être 1 année ou 2, mais nous comptons sérieusement changer la manière d'enseigner et les programmes d'enseignement en pharmacie. Merci, j'espère que le message est reçu. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette première édition organisée par la Fédération algérienne de pharmacie dans le cadre du projet de partenariat, projet de solidarité européenne contre Covid-19 en Algérie, initié par le ministère de la Santé, donc l'Union européenne et le PNUD. Alors la FAP est toujours au rendez-vous. On donne rendez-vous à la prochaine édition qui sera certainement dans le mois d'octobre et après le grand rendez-vous au cours du congrès national, 6e congrès national qui aura lieu 24, 25, 26 novembre à l'hôtel Horacé. Donc là, il y aura beaucoup de sujets, de thèmes à débattre, que ce soit en plénière, en atelier ou bien en plateau comme aujourd'hui. Donc je remercie tous les intervenants donc, d'être présents aujourd'hui, pour leur participation, donc pour le partage d'expérience. Je remercie le public et voilà, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.